retrouve aujourd'hui pour vous filmer un update lecture. Wouh! J'ai l'impression de pas avoir fait ça depuis une éternité et que vous faire un update permettra de libérer de la place dans ma dessert juste à côté de moi parce que vraiment il n'y a plus de place, parce que je lis pas vite mais je tourne encore moins vite, voilà. Bref, donc aujourd'hui au programme 5 romans, je crois, en tout cas 5 romans physiques, j'en ai peut-être lu en numérique mais il me semble pas. On y reviendra plus tard si besoin, bref. Et on va commencer avec Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Honnêtement, sur les 2-3 premiers bouquins, vous allez voir, j'ai pas noté grand chose, mais je sais pas, j'étais pas inspirée pour mes chroniques. Bref, donc, finissons de faire un petit tour de ce roman et de la présentation de ce roman de prime abord. On va y suivre l'héroïne, Clémentine Beauvais, qui en fait va mener l'enquête sur la marraine la bonne fée du prince Louis XVII, qui a eu une mort épouvantable, que je ne détaillerai pas ici, non pas parce que c'est YouTube mais parce que j'ai la flemme, et que moi je ne la connaissais pas de base, donc ça fait partie des trucs que j'ai découvert en lisant ce livre. Bref, il a eu une fin horrible, et elle était en mode, mais qui était la marraine la bonne fée de ce prince pour être aussi nulle et l'avoir laissé crever comme une merde? Qui était-elle? Et du coup elle commence à faire des recherches dessus, et en gros, niveau genre, c'est la première fois qu'elle écrit de la SFFF, puisque c'est du réalisme magique. Voilà, donc c'est du vrai fantastique, si vous voulez. Ou à la fin on est en mode, est-ce que ça s'est vraiment passé, ça s'est pas passé? Et non, je n'ai pas envie d'avoir encore avec vous ce débat fantastique, fantasy, parce qu'il y en a peut-être qui sont d'accord avec moi, mais il y en a peut-être, enfin il y en a d'autres, je le sais, je le dis, qui débattent dans les commentaires avec moi des définitions de fantasy et fantastique. Flemme les gars aujourd'hui, flemme, vraiment. Bref, donc, c'est du réalisme magique si vous préférez, et donc au début c'est très contemporain, il n'y a pas du tout de magie, et au fur et à mesure de l'avancée des événements, eh bien, il y a de plus en plus d'éléments magiques qui arrivent les uns après les autres. On va commencer avec le fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est un 9 sur 10. Ce n'est pas un coup de cœur, notamment parce que le réalisme magique, effectivement, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma came, c'est pas mon délire. Je suis pas une grande fan du réalisme magique. En fait, il y a plein de trucs qui sont pas magiques, mais dont l'autrice parle, puisque je rappelle que l'héroïne c'est elle-même, et je suis en mode, c'est vrai ou c'est pas vrai? Genre... Par exemple, c'est pas dans le résumé, mais c'est au tout début, l'éditeur des éditions Sarbacane, ou en tout cas de la collection Exprime, Thibaut... j'ai oublié son nom, mais j'ai retenu son prénom, dit qu'il va quitter le boulot et qu'il va arrêter d'être éditeur là-bas, et je suis en mode, c'est vrai ou c'est pas vrai en fait? Donc je crois avoir compris que c'était vrai, je crois, mais du coup j'ai eu ce bug en fait en mode... ce qui n'est pas de la magie, ce qui est de la magie, évidemment que c'est pas vrai, mais ce qui n'est pas de la magie, j'ai envie de savoir en fait si ça l'est ou pas, et j'aurais pas la réponse à ma question, puisque à la fin, il y a un petit... je crois que c'est ça, Clémentine Beauvais ne sort pas de son rôle, y compris dans ses remerciements, et du coup il n'y a pas moyen de savoir si quelle portion de ce qu'elle dit est vraie, quelle portion de ce qu'elle dit est fausse, et enfin... ça m'a bien perturbée, et c'est pour ça que le réalisme magique et moi on n'est pas trop copains, mais comme c'est Clémentine Beauvais, de toute façon j'allais les lire. Et puis, je connaissais pas le résumé outre mesure, donc... même si je me doutais qu'il allait pas y avoir beaucoup de magie, parce que, Clémentine Beauvais, quoi, de toute façon, je savais que j'allais le lire, quoi. Pour continuer sur cette thématique avec l'éditeur, etc., c'était quand même très chouette de reconnaître des personnes de la réalité qui sont probablement des vrais proches de Clémentine Beauvais, notamment d'autres auteurs, des éditeurs, ce genre de choses. C'était assez chouette, parce que du coup, quand on s'y connaît un peu, quand on fait des recherches, quand on connaît certains auteurs et tout, d'autres auteurs de la collection et tout, c'est sympa de savoir qu'ils sont potes, et de savoir qu'elle les a mis dans son roman et tout, c'est assez chouette de voir qu'elle les inclut, même si à nouveau on ne sait pas quelle est la part de réalité ou pas dans ce qu'elle raconte, parce que c'est pas clair, voilà, mais c'est fait exprès, mais c'est pas fait pour moi, bref. Et enfin, dernier truc que j'ai noté, comme quoi je vous ai bien dit que j'avais pas noté grand chose dessus, l'humour, évidemment, c'est un Clémentine Beauvais, je veux dire, le jour où je ne noterai pas l'humour dans un Clémentine Beauvais, dans un Maël de Sart, c'est qu'il y aura eu un gros problème en cours de route, mais en tout cas, vous allez bien vous marrer, vous allez bien vous bidonner, il y a des trucs vraiment loufoques, il y a un peu ce côté héroïne qui fait des bourdes, mais pas de manière lourde comme dans les trucs américains qu'on a vu, revu, revu. Franchement, moi ça m'a pas déplu. Puis vous avez aussi des petites affichettes et tout, des trucs sympas dedans, parce que j'y pense là en le feuilletant. C'était assez fluide, ça s'est lu assez bien, donc il était très bon. Mais ça n'est pas un coup de cœur à cause du réalisme magique qui n'est pas mon style préféré. Mais je pense que ça, à force que je vous le répète, vous l'aviez compris. Sur ce, bouquin suivant. Avec une note juste en dessous de 8,5 sur 10, je vous présente le tome 2 de L'éveil des sorcières, le secret de Maëlys de Cordelia,
aux éditions Scrinéo, qui n'est pas un service presse, que j'ai acheté en occasion dans le vlog que je vous mets là-haut, quand on a fait un vlog sur Paris en mars, un truc du style. Donc je l'ai lu pas si longtemps après son achat, on est fiers de moi. Comme les facétieuses au final, que j'ai dû lire dans la foulée. D'ailleurs, petit aparté, tout petit aparté, dites-moi si vous êtes pareil. Moi j'ai remarqué qu'en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à lire ce que je me suis acheté dans l'année, ou ce que je me suis acheté récemment. Ce qui fait que, vous savez, je fais des stats de quel pourcentage de ma palle j'ai lu de quelle année. Et en gros, un livre sur deux que j'ai lu en 2022 est déjà... Enfin, un livre sur deux que j'ai acheté en 2022 est déjà lu. Voilà, à peu près, hein. Et les autres années, pas du tout. Il y a genre une année où j'ai encore 10 livres de ma palle que j'ai acheté cette année-là, je n'en ai lu aucun. Trop bien. Bref, donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi. Et j'aimerais bien, à terme, un jour, peut-être, si j'arrive à me motiver ces très vieux livres, un jour, j'aimerais bien n'avoir que des livres achetés dans l'année, ou genre dans les 365 des derniers jours, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, ils sont tous toujours assez récents pour me faire toujours envie. Et j'aimerais bien atteindre cet objectif, mais comme je ne me mets pas à fond dans cet objectif, pas sûr d'y arriver. Voilà. Mais un jour, ça serait vachement bien quand même. Revenons à l'éveil des sorcières, à Cordelia, à ce tome 2. Rappel du résumé du premier tome, on suit Nora, donc pas cette personne-là, qui est une 6ème, je crois qu'elle est en 6ème au collège, et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques, qu'elle est une sorcière, et du coup, elle apprend qu'il y a une de ses profs, la prof de musique, qui en gros est l'enseignante sorcière si on peut dire, et que du coup sur certains horaires elle va aller retrouver deux autres camarades de classe, donc Maëlys et Rajan, j'allais dire Ryan mais je savais bien que c'était pas ça, donc et Rajan, tous les trois ils vont aller dans ce cours de magie, et voilà, elle va avoir des petites aventures. Le premier, alors tous les livres de Cordelia sont très ouverts, très divers, très féministes, mais le premier était vraiment axé sur une dimension féministe. Et là, c'est axé sur l'acceptation. Je lui ai noté un point négatif principal, mais c'est parce que je ne suis pas le public visé, puisque c'est du jeunesse. Et le point principal que j'ai noté, c'est qu'il n'y avait pas assez de profondeur pour moi en tant qu'adulte. Mais si c'est pour un enfant, une préado, un préado, même ado, ado limite. Mais en tout cas, jusque préado, ça le fait tranquille. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il manque un peu de profondeur de personnage, mais d'un autre côté, quand on voit l'épaisseur des bouquins et le public visé, c'est logique, c'est normal. Par contre, contre-coup positif du fait que c'est de la jeunesse, ça se lit très très vite. Rappelez-vous, je l'avais lu dans mon mois et demi que de SFFF, que je vous mets là aussi. Et dans ce mois et demi, eh bien, à la fin je voulais rusher, j'en avais marre, du coup je me suis pris une petite lecture. Je l'ai lu, même pas en une journée, je crois que je l'ai lu en une matinée. J'ai un doute, mais je crois que je l'ai lu en une matinée, ou en tout cas en grosse majorité pendant la matinée. Et c'est d'une fluidité absolue, ça se lit très très vite. Ça ne s'arrête pas, l'histoire on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de tourner les pages vite fait, et c'est très très chouette. Et enfin, dans les points positifs, je vais aborder deux thématiques importantes de ce livre, sans rentrer dans le détail parce que je veux pas vous spoiler, mais la thématique de comment aider une amie ou un ami qui ne veut pas l'être. Un proche qui refuse notre aide, comment on fait pour l'aider parce qu'on veut quand même l'aider, même s'il veut pas de notre aide, comment on fait pour l'aider. Et ça, cette thématique était très très chouette. Et deuxième thématique super importante, comment faire accepter aux autres, et surtout aux adultes qui nous sont proches, genre nos parents, qui on est, parce qu'on n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre pour eux, et en même temps on a envie d'être accepté de ses parents, donc je trouve que c'est une thématique super importante, super intéressante, et très bien traitée, et j'ai hâte de lire le troisième, parce que s'il y a encore une fois autant de thématiques importantes et intéressantes, j'ai juste très très hâte. Par contre il est pas dans ma palle. En tout cas, c'était une très bonne lecture, et comme je le disais, j'ai hâte de lire le suivant. J'ai beau ne pas l'avoir dans ma palle, par contre j'ai tant qu'il le faudra aussi de Cordelia. Alors pas de magie dedans, c'est le premier d'elle que je vais lire qui sera un contemporain, mais j'ai quand même très hâte de me plonger dedans parce qu'il est plus épais, il vise les ados, donc il n'y aura pas ce problème de profondeur des personnages. Et voilà, j'ai hâte de lire aussi, tout simplement. Toujours dans le même vlog, toujours dans l'idée de lire vite parce que j'en avais marre, j'ai choisi de lire un livre qui, s'il se lisait aussi vite que l'autre premier tome que j'avais lu, il n'y aurait pas de souci. C'était donc La Légende des Quatre, tome 2, Le Clan des Tigres, de Cassandra O'Donnell, aux éditions Flammarion Jeunesse. Pour rappel, ce livre c'est trop bien déjà, parce que c'est un mélange de fantasy et de... ouais, fantasy, urban fantasy, et de science-fiction, puisque nous sommes dans le futur. Je crois que c'est un post-apo, je crois qu'il y a eu une apocalypse ou un truc du style, et... Le monde a évolué, les humains ont évolué, de sorte que d'un côté vous avez toujours les humains, comme vous et moi probablement, et de l'autre côté vous avez les yokai, qui sont donc des humains qui ont la capacité de se métamorphoser en animaux. Il y a donc
Il y a donc 4 clans. Le clan des loups, qu'on a vu dans le premier tome principalement, le clan des tigres, qu'on voit principalement dans celui-là, le clan des aigles, c'est des volatiles mais je sais plus si c'est aigle, je crois que c'est aigle, et le clan des serpents. Je sais plus lequel est le tome 3, je crois que les aigles c'est le 4, les serpents le 3. Bref, peu importe. Donc ces 4 clans sont pas très copains entre eux et sont pas non plus très copains avec les humains. Et du coup ensuite dans le premier tome, ah non, une héroïne qui n'est pas sur cette deuxième couverture, Maya qui est donc l'héritière du clan des loups. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près tout ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas l'univers est très chouette. Malheureusement, l'univers est très chouette, l'idée de base est très chouette, mais ce que j'ai noté en point négatif, c'est qu'au-delà du résumé de base, il s'est pas passé grand chose. J'ai trouvé que niveau événement, il s'était pas passé grand chose sur les 430 pages qu'on a là. Ce qui est fort dommage. Il s'est passé des trucs, mais pour 430 pages, vraiment pas grand chose je trouve. Par contre, comme je m'y attendais suite à la lecture du premier tome l'année dernière, ça doit dater un truc du style, c'était très fluide, ça s'est lu très très vite, c'était agréable, les pages se tournaient toutes seules. J'ai moins, il y en avait encore un peu, mais j'ai moins trouvé de mémoire le problème de écrire en gras sur 3 phrases avec 3 points d'exclamation et 2 d'interrogation à la fin de la phrase, qui m'avait bien gênée pour une autrice expérimentée, c'était bizarre. Mais je l'ai moins trouvé là. Je ne vais pas dire pourquoi exactement parce que ça relèverait du spoil, mais sur certaines dimensions un peu capillotractées, je vous l'accorde, ça m'a fait penser à Akotar et au Roi Lion. Voilà, donc si vous aimez l'un et ou l'autre, peut-être que ce livre et cette série pourraient vous plaire, mais j'avoue que là ça m'y a fait penser. Donc s'il y en a qui veulent parler spoiler parce qu'ils l'ont lu dans les commentaires, n'hésitez pas, mais pour les autres je ne dirai rien de plus. 2 derniers points, un positif, un négatif. On va commencer par le négatif, comme ça on finit sur du bien. Le négatif, c'est qu'il y a un événement important qui est censé affecter le lecteur émotionnellement parlant. Bon, vous avez peut-être compris de quel genre d'événement je parle. Ça ne m'a rien fait. Mais genre vraiment ni chaud ni froid. Rien. Donc c'est bien dommage puisque c'est censé m'affecter. Mais bon, peut-être que ça marche mieux sur les plus jeunes, parce que c'est pour un peu plus jeunes. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment une excuse non plus, vous voyez. Et enfin, je me suis noté le prénom d'un personnage avec un petit wink, comme ça. Je me suis noté Wan, voilà, qui est l'héritier du clan des serpents, et qu'on n'aime pas trop, parce que serpent, hein, j'ai envie de vous dire, tout colle aux stéréotypes autour des serpents. Et moi j'ai kiffé ce personnage dans ce tome, donc j'ai très hâte de voir le tome suivant, théoriquement parlant sur lui. Parce que j'ai envie de savoir comment il évolue, j'ai envie de savoir ce que ça devient, et j'ai envie de savoir vers quoi il va. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Mais j'ai hâte de voir comment ce personnage-là en particulier va évoluer. Et pour conclure, parce que je crois que je ne l'avais pas dit, je lui ai mis 7,5 sur 10. Et alors là, ça va être extrêmement compliqué, puisque dans mon carnet, j'ai littéralement écrit une ligne. Voilà. Pourtant, je lui ai mis 8,5 sur 10, donc je devrais avoir plein de trucs à dire dessus. Il se trouve que non. Voilà. Donc il s'agit du 3e tome de Mortelle Adèle en roman, donc de Boulets Bizarres de Mr. Tan et Diane Lefayet aux éditions Bayard Jeunesse. Livre tout petit, livre illustré, je sais pas si vous allez le voir, ouais vous voyez des petits bouts d'illustration par-ci par-là, avec toujours des trucs sympas, j'ai essayé de prendre un truc vraiment gros pour que vous le voyez de là où vous êtes, mais genre là l'angoisse et tout, avec un texte animé entre guillemets si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas juste comics sur MS, c'est toujours pareil quoi, ni du time sur roman. Bref, vous avez compris l'idée. Donc comme toujours on suit la tyrannique Mortelle Adèle qui va devoir être gardée par une babysitter parce que ses parents vont faire je sais pas quoi, on s'en fiche un peu, sauf que cette babysitter va pas être aussi nulle et inintéressante que prévu, puisque c'est toujours le cas, et en général Mortelle Adèle les ficelle dans un placard, et là elle est vraiment trop cool, elle fait faire des trucs de dingue à Adèle, et voilà, il y a un petit mystère autour de mais c'est qui cette nana en fait, c'est super chelou qu'une babysitter soit aussi cool. Et donc tout tourne autour de ça, et des bêtises qu'elles vont faire ensemble, et de tout ce que cette babysitter lui apprend comme enseignement très utile pour Adèle. Et c'est très chouette, c'était très mignon. J'ai beaucoup aimé, c'est le seul point que j'ai noté sur mon carnet, hein, la tendresse pour les personnages, parce que vraiment on sent que Mr. Tan chouchoute ses personnages et il en prend soin et il les aime. Et ça a été trop chou. Sinon, quoi vous dire d'autre, j'ai surkiffé la fin, qui est un peu inattendue, donc sur le qui est... j'ai commencé à le deviner sur la fin, mais ça reste pour les enfants, donc je pense que pour les enfants ça fait très bien le taf et c'est très inattendu. Mais j'ai beaucoup aimé la fin, à la fin vous avez même une petite lettre pour parler directement au lecteur, très chouette, en mode soyez votre vous bizarre, si vous êtes bizarre, on s'en fout
des autres et soyez vous-même. Et évidemment que j'aime le message, voilà, j'aime les messages que véhicule Mortelle Adèle, j'aime le message qui est explicitement écrit à la fin, du soyez vous-même, on s'en fout ce que les autres en pensent. Et Mortelle Adèle forever dans mon cœur, c'est tout, cherchez pas plus loin. C'est ma queen, c'est mon héroïne, je l'aime. Et j'espère qu'elle poursuivra ses aventures pendant très longtemps parce que je l'aime beaucoup trop. Et enfin, dernier livre de cette update lecture, j'espère qu'il n'est pas trop gros, qui va un petit peu vous teaser en fait d'un vlog qui va arriver, je sais pas quand, dans un moment je pense. Donc je vous explique vite fait le concept du vlog, sinon Laurine elle va être pas contente que j'ai spoilé, donc vite fait. On a fait des lectures communes, voilà, concrètement. Et on a notamment fait une lecture commune sur le vif d'Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. Et le pitch c'est qu'on suit Emony qui a trop de trucs à faire à la fois, c'est compliqué puisqu'elle a une fille, elle a le lycée à gérer, elle a le boulot pour payer des factures pour sa fille, etc. C'est un peu compliqué, mais tout ce dont elle rêve c'est d'être chef cuistot. Comment est-ce que tu trouves le temps de devenir chef cuistot avec tous les trucs qu'elle a à gérer? C'est complicado. Alors je lui ai mis quelques points négatifs mais surtout beaucoup de points positifs. Donc c'est parti. Déjà on va commencer par le fait que malheureusement je pense pas qu'il soit inoubliable. J'ai passé un très bon moment de lecture, sur le moment, mais je pense que tu me dis sur le vif, l'année prochaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, sans mon carnet, aucune idée. Pourtant il y a des sujets très importants et très intéressants, j'en ai même une longue liste, je vais peut-être pas tous vous les donner, peut-être que certains, parce que certains seront peut-être spoilants, d'autres on s'en doute un peu, donc je vais vous donner que ceux qui sont pas trop spoilants je pense. Alors l'une des thématiques c'est notamment le fait qu'elle est maman ado tout simplement, le fait qu'elle ait plein de trucs à gérer que les autres ados n'aient pas à gérer. Vous avez au fait aussi le fait de ne plus être en couple avec le père de son enfant, donc je pense que le problème se traite pas de la même manière quand on est adulte à 45 balais ou quand on a 20 piges, mais, enfin même pas, 17 piges, mais le sujet fondamentalement est le même et je le trouve très intéressant parce que je suis pas sûre qu'il soit traité si souvent que ça du point de vue du parent. Parce que d'habitude c'est plutôt du point de vue de l'ado qui est en mode ah, j'en ai marre d'être baladée entre mes deux maisons, nanana. Et dernier sujet, il vous en manquera deux du coup, mais c'est spoilant, que je vais évoquer parce que c'est pas trop spoilant, c'est comment gérer la belle famille enfin sa belle famille, donc la famille de son ex-conjoint, quand elle est toxique. Hey, parce que je peux vous garantir que sa belle-mère, c'est pas une meuf sympa. D'une part, j'ai dit que je trouvais que ce livre était sans trop de surprises, très plat, ce qui est vrai pour la très grosse majorité du livre, mais il y a quand même eu une bonne surprise puisque j'ai été emmenée sur une fausse piste. Je vais pas dire laquelle parce que du coup ça pourrait vous indiquer que peut-être c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais il y a quelque chose, quelqu'un peut-être qui a un truc assez mystérieux, voilà. Et j'étais vraiment sûre de mon truc en mode ouais il va se passer ça c'est sûr et tout. J'en avais parlé avec Laurine, elle était en mode ouais il va se passer ça c'est sûr, on était toutes les deux raccords, on était toutes les deux ok en mode ouais c'est ça qui va se passer, et au final pas du tout, donc ça c'était très chouette. Qui participe au facteur de ça sera oubliable, je pense qu'il y a le fait que ça se lise très vite, parce que je trouve qu'en règle générale les livres que l'on lit très vite vont s'oublier vite aussi, parce que si on les a lus aussi vite c'est qu'on n'a pas passé autant de temps dessus et du coup on est plus susceptible de les oublier. Donc c'est un avantage, hein, il s'est lu très vite, c'était très fluide, mais je pense que ça participe au fait qu'il s'oublie vite. Et enfin, les deux derniers points. Le premier, c'est que j'ai adoré le Love Interest, puisqu'on savait pas avec Laurine en commençant c'était vraiment un contemporain ou une romance. Moi je le mettrais vraiment entre les deux, c'est-à-dire que la romance est suffisamment importante pour qu'on puisse, pour qu'il faille le mentionner que ce soit une romance, mais en même temps pas assez parce qu'il n'y a pas que ça non plus, il y a vraiment cette thématique de la cuisine d'importante. Et ça me permet de déboucher sur mon deuxième point. Même moi qui n'aime pas cuisiner, qui n'est pas fan de bouffe du tout, ça m'a intéressé. Toute la dimension de cuisine, c'était assez chouette. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le vif. Il était très chouette, il s'est lu très très vite. Et je vous le conseille si toutes les thématiques de la parentalité ado vous intéressent. Usuellement, je vous conseille un livre plus qu'un autre, mais là, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs, des tranches d'âge que vous aimez lire, ce genre de choses. Donc je peux pas vraiment vous en conseiller un plus qu'un autre. Ouais, ça dépend de vous, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas ce qui vous a tenté, parce que moi ça m'intéresse de ouf, voilà, tout simplement. Pour l'emoji du jour, vous allez mettre de la bouffe salée.
voilà, c'est spécifique. Mais Emoni, je crois pas qu'elle fasse tant de pâtisserie que ça, elle est vraiment plutôt dans la cuisine que dans la pâtisserie. Donc on va se baser là-dessus parce que j'étais pas plus inspirée que ça. Donc si vous n'avez pas d'idée de quoi commenter mais que vous voulez quand même soutenir la chaîne, c'est pour ça qu'on vous demande des emojis à la fin de chaque vidéo. Voilà. C'est pour montrer que vous avez écouté jusqu'au bout et pour soutenir la chaîne. Donc, puisque vous êtes encore ici, mettez un emoji de bouffe salée. Voilà, ce que vous voulez, tant que c'est de la bouffe salée. Sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!